Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints là pour ce live avec Florian. Alors, Florian est au fin fond de la Saône-et-Loire avec un débit, ma foi, un peu hasardeux, on va dire. Mais on l'entend. Oui. Voilà, je suis à la maison, chez moi, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et voilà, je suis ravi de voir qu'il y a plein de personnes qui sont là ce soir pour parler de mon voyage, Eurotopia, de parler de Hold Up aussi. Voilà. Alors, en fait, Florian, déjà, je te remercie là d'avoir l'envie de partager un petit peu ce que tu as vécu cet été. Ce que je voulais, c'était que j'avais pris la carte de ton voyage cet été. Donc, on va résumer un petit peu ce qui s'est passé. C'est que tu as traversé l'Europe pieds nus. Juste après la fin du confinement, sans nourriture, sans eau, sans vêtements, sans passeport, sans argent. Voilà. Et donc, tu es parti de chez toi jusqu'à la mer Noire, je crois. C'est ça, oui. Je suis parti de Gibles, là, en France, chez moi. Ouais. Et j'ai suivi la véloroute 6, qui s'appelle aussi la véloroute des fleuves et qui va jusqu'à la mer Noire et qui est majoritairement une route à côté de la circulation, une voie verte le plus souvent. Ça faisait à peu près 4 ans que j'avais cette idée en tête de traverser l'Europe de cette manière. Et puis, le confinement imprévu arrive. Et là, je me pose la question, est-ce que c'est bien sérieux de vouloir continuer le projet ou pas? Et puis finalement, je pense que c'est le moment même le plus important de montrer ce que le corps humain est capable de faire à une époque où on essaye de nous faire croire que sans technologie et mesures liberticides, notre vie est menacée. Là, c'est tout le contraire que j'ai fait puisque je suis parti, comme tu le disais, Eric, je suis parti avec rien. Donc, j'avais juste une tenue unique qui ressemble à la couleur des Tarahumara, les coureurs mexicains. Et j'avais une banane qui contenait 700 grammes de matériel, juste de quoi faire des vidéos et 2-3 autres trucs sur lesquels on reviendra plus tard. Mais sinon, j'avais pas d'argent, j'avais pas de papier, j'avais pas de téléphone, pas de boussole, pas de GPS, pas de carte, pas de gourde. Et donc, pour me nourrir, et je comptais sur les arbres fruitiers. Donc, je suis parti début juin, le 11 juin. Donc, c'était le début des cerises. Et puis, le long de la voie verte, il y avait quand même régulièrement des arbres. Donc, la journée, je me nourrissais avec les fruits que je trouvais. Éventuellement, je demandais dans les magasins, chez les gens, si jamais je trouvais pas assez sur les arbres. Et puis, les soirs, comme j'avais rien pour dormir dehors, eh bien, je frappais aux portes des gens dans ma tenue minimaliste, en expliquant qui j'étais, ce que je faisais, en espérant de trouver quelqu'un qui veuille bien m'héberger alors qu'on est en pleine crise sanitaire et que les gens se méfient encore plus que d'habitude des étrangers, surtout quelqu'un qui arrive nu-pied sans rien, quoi. D'accord. En fait, dans ton aventure, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a 2 défis. Il y a un défi physique, parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que tu l'as fait en courant, ce trajet. Donc, ces 3500 km, tu les as fait en courant et tu t'étais dit un marathon par jour, donc une 40aine de kilomètres par jour. Donc, ça faisait quand même quasiment 300 km par semaine, quoi. Donc, ça, c'est un vrai défi physique déjà. Oui, c'était aussi ça que je voulais montrer, c'est-à-dire qu'avec une alimentation vivante, végétale crue, le corps humain, non seulement il n'est pas affaibli, mais en plus il est capable de faire des choses que finalement peu sont capables de faire. Parce que traverser l'Europe en courant dans des conditions normales, avec de l'argent, avec des nuits dans des endroits prévus à l'avance, c'est déjà un défi en soi à courir à ce rythme-là. Mais en plus, le faire pieds nus et sans savoir où on va dormir le soir, ça implique un stress supplémentaire, ça implique des kilomètres supplémentaires les soirs. Quand j'ai déjà couru un marathon par jour, le soir en plus, je dois refaire des kilomètres dans les villes
chercher quelqu'un où m'héberger. Des fois, dans les villages, je trouve personne. Je suis obligé de faire 5, parfois même jusqu'à 10 km supplémentaires. Ça m'est arrivé de faire des étapes de plus de 60 km pour ces raisons. Et donc, physiquement, il y avait un vrai défi. Et vraiment, la grosse bonne surprise, c'est qu'avant, j'avais jamais fait plus de 60-70 km pieds nus en une semaine. Et donc, je pensais que le voyage allait prendre au moins 6 mois. Et puis, comme j'étais bien préparé mentalement, en fait, mon corps a vraiment accepté de parcourir le marathon par jour. Et au départ, c'est ce que je m'étais fixé. Je me disais, si à la fin du voyage, j'arrive à courir un marathon par jour, ça serait bien. Et là, la bonne surprise, c'est que j'ai été capable de le faire dès la première semaine. Alors, je ne l'avais jamais fait auparavant. Et en fait, le rythme, tu as réussi à le tenir tout du long quasiment. Oui, j'ai pris un jour de repos tous les 10 jours. D'accord. OK. Et en fait, Et ce qui est magique, c'est que le jour où je décidais de prendre une journée de repos, je tombais sur quelqu'un qui non seulement était d'accord et libre pour que je reste non pas une nuit, mais 2 nuits, mais en plus, je tombais presque à chaque fois chez quelqu'un qui faisait des massages. Ah oui. C'était le métier, j'avais droit à une séance gratuite. Donc ça, c'était plus que l'abondance ou la vie qui fait bien les choses. C'est que là, j'étais presque dans des conditions rêvées à chaque fois que j'en avais besoin, quoi. D'accord. Parce que, en fait, ce que j'entends, c'est que finalement, tu n'avais pas préparé tes étapes à l'avance, finalement. Tu allais là tu n'avais pas des contacts qui t'hébergeaient. Parce qu'en fait, au-delà du défi physique, il y a un défi humain, parce qu'il faut aussi aller au contact de la population pour demander à être hébergé, être éventuellement nourri. Et donc là, en plus, en post-confinement. Donc, je pense que ça, pour toi, ça a été un vrai défi, non, de réussir aller vraiment au contact des personnes. C'est ça qui était le plus difficile. Alors, il y avait 2 étapes de programmer. C'était les 2 premières, parce que comme je partais de chez moi et qu'en plus je passais par des villages où il y avait des amis et de la famille, c'était naturel. Et puis, ça m'a permis de démarrer en douceur. Puis, c'était aussi un moment particulier parce que les autres expéditions que j'avais faites, je partais loin. Donc, de but en blanc, comme ça, j'étais déraciné et c'était pas facile les premiers jours de s'habituer, de se mettre dans le bain. Et là, le voyage, il y avait plein de monde qui était là pour le départ. On est parti à plusieurs à courir avec des copains. Les 2 premières étapes, c'était chez des gens que je connaissais. Donc, il y avait un côté festif qui a beaucoup tranché par rapport aux autres expéditions. Et ça, c'était vraiment excellent pour démarrer. Et ensuite, il n'y avait rien de programmé parce que je ne savais pas combien de kilomètres j'allais faire par jour. Et puis, même si j'aurais pu le prévoir, ça faisait vraiment partie du défi de vraiment faire confiance. Confiance au corps humain, c'est pour ça que j'ai rien. Confiance en la vie et aux autres êtres humains pour m'apporter tout ce dont j'ai vraiment besoin. Et les rares choses qui étaient programmées par la suite, c'était là où je suis arrivé dans les capitales, parce que les capitales, elles ont une taille assez grande, donc il me faut quasiment une demi-journée pour les traverser. Et je me sens pas à l'aise là-bas et j'avais pas envie de chercher un endroit où dormir dans ces grandes villes. Et ça tombait en même temps que les endroits où l'équipe de tournage venait à ma rencontre. C'était commode pour eux, il y avait l'aéroport qui était pas loin. Et donc, ils venaient à ma rencontre. Et là, il y avait un hôtel qui était programmé. Donc, ça me faisait à peu près 2 journées de repos relatif avec eux. Et ça me faisait beaucoup de bien, autant physique que psychologique. Ça me permettait de faire un break, de souffler. Parce que le vrai défi, c'était vraiment pas le marathon par jour. Parce que j'avais la condition physique pour le faire. Par contre, tous les soirs, après la fatigue de la journée, s'exposer auprès de la population, on n'a rien, je suis complètement vulnérable, parce que si je trouve rien, je dors dehors. Les premières semaines, il faisait froid les nuits.
Les semaines qui ont suivi, après, j'étais au bord du Danube, c'était infesté de moustiques, donc on ne peut pas dormir dehors dans ces conditions. Donc j'étais très vulnérable, fatigué, besoin d'être douché, besoin de manger autre chose, un petit peu des choses plus grasses, des oléagineux, des choses comme ça, que je ne trouvais pas sur les arbres. Et donc, il m'arrivait parfois de devoir tourner 2 voire 3 heures avant de trouver une maison. Et ça, c'était épuisant. Épuisant parce que ça rallongeait ma journée de marche en temps et en kilomètres. Et puis aussi parce que dans les endroits où ça se passait pas très bien, où les gens me prenaient pour quelqu'un de dangereux, les gens se méfiaient de moi, où les gens étaient de mauvaise humeur. En fait, toutes ces ondes négatives, je les prenais sur moi si jamais j'étais pas parfaitement aligné. Et donc, j'avais rien, mais le bien le plus précieux que j'avais, c'était de pouvoir conserver ma paix intérieure, de rester positif dans toutes les circonstances. Parce que si jamais je commençais à accumuler les ondes négatives des gens qui me recevaient mal, eh bien à ce moment-là, je n'aurais pas pu continuer. Je l'ai vraiment ressenti comme un véritable poison. Et c'était ça pour moi l'un des plus grands intérêts de cette expérience, c'est que ça m'a remis carrément en contact avec l'instinct humain. Et donc, j'étais vraiment capable de sentir ce qui m'apportait de l'énergie, ce qui était vraiment des poisons pour le corps et de les contrer le plus vite possible. Et puis aussi, ça m'a permis de développer une sorte, je l'avais déjà avant, mais elle s'est vraiment accentuée pendant le voyage, ma capacité à lire les émotions sur un visage humain. Et dès que la personne ouvrait la porte, 90 chances sur 100, je savais si la personne allait dire oui ou non. Ce qui fait que des fois, c'était même un petit peu bizarre parce que je savais pertinemment que la personne allait refuser parce qu'elle avait peur ou elle était dégoûtée. Souvent, les pieds nus, ça dégoûte un peu les gens qui n'ont pas l'habitude. Et donc, je me présentais quand même parce que ça faisait un peu bizarre de frapper chez quelqu'un puis d'avoir rien à dire. Ça aurait été éveillé les soupçons. Donc, j'expliquais qui j'étais, ce que je faisais, alors que je savais que ça allait servir à rien. Et quand tu fais ça des dizaines de fois chaque soir, au bout d'un moment, ça devient épuisant et je me suis épuisé le système nerveux comme ça sur la fin du voyage. Tu veux dire qu'il y a des soirs où tu allais frapper chez plusieurs dizaines de personnes, quoi. Oui. Alors, je faisais pas au hasard. Hein. Je regardais les maisons qui m'inspiraient. D'accord. Le plus possible, je demandais à des gens qui étaient déjà dehors. Comme ça, je les vois, je les sens. Donc, je sens si ça va être possible ou pas. Puis, les gens se sentent moins menacés parce que les gens, une personne sur 2, quand je frappe, en fait, elle regarde mes pieds nus, elle comprend pas ce que je fous là, j'ai rien. Et donc là, c'est un peu le choc. Et en général, voilà. Il vaut mieux voir les gens, ils trouvent ça plus naturel quand je les aborde dehors. Et c'est beaucoup plus facile. D'accord. Ah, voilà. Ouais. On peut passer, on a une petite séquence où tu quittes une maison où tu étais apparemment bien tombé ce soir-là. Je vais la passer là. Merci. Bon, c'était un peu moins bien que d'habitude le couchage, mais on fait avec. J'espère que ce soir, ça sera un peu mieux. Donc là, chez moi, le son n'était pas très fort, donc j'espère que tout le monde a entendu la vidéo. C'était un peu moins bien que d'habitude, tu dis. Et alors, bien sûr, ça c'était la plus belle maison, enfin, selon les critères conventionnels, la plus belle maison, la plus luxueuse du voyage. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, elle n'était même pas finie complètement à l'intérieur. Donc, je suis l'un des premiers à avoir dormi dedans. Le matelas était encore dans son enveloppe plastique. Et voilà, ça c'était en Roumanie à la fin du voyage. D'accord. Alors moi, quand on s'est parlé là cette semaine et tu m'as dit en fait quelque chose qui m'a interpellé. Tu m'as dit, écoute Eric, si j'avais pas mangé cru, je serais pas arrivé au bout.
Et en fait, tu as relié ça beaucoup à, comment dire, ce que tu as dit, ce qui était le plus précieux pour toi, c'était de garder le moral et de garder ta positivité. Et comment est-ce que tu expliques ça, en fait? Enfin, et c'est pas le premier de tes voyages que tu fais comme ça, d'ailleurs. Tu arrives comment dire, à garder le moral et à garder ta positivité malgré des dizaines de gens qui te ferment la porte au nez. Et ça, grâce à l'alimentation que toi, tu dis, enfin, c'est ce que tu m'as expliqué. Alors, l'alimentation, elle m'a aidé sur 2 tableaux, déjà d'une manière très pratique. Quand on mange vivant, qu'on a l'habitude de faire des jeûnes et ces nettoyages, on ressent pas vraiment de baisse d'énergie. Enfin, il y en a toujours une, et encore pas, non, pas forcément toujours, mais même si elle est là, il y a toujours de l'énergie dans le corps. Donc, ce qui fait que si je trouvais pas à manger, ça m'empêchait pas d'avancer. Et c'était en prévision de ce voyage-là que j'étais parti avec Damien Artero faire un documentaire sur le jeûne et une expérience qui s'appelle la marche sans fin, pendant laquelle j'ai marché 14 jours, 360 km dans des montagnes au nord du Canada, sous le cercle polaire. Et donc, nourriture ou pas nourriture, je savais que je pouvais avancer des jours à un rythme soutenu. Donc déjà, psychologiquement, c'était un avantage de me dire s'il n'y a pas de nourriture, c'est pas un problème. Et puis ensuite, comme j'étais habitué à manger beaucoup de fruits, eh bien, j'avais pas... je trouvais ma nourriture très facilement. J'étais presque autonome, au moins pour les 2 tiers de ma nourriture, avec ce que je trouvais dehors. Et en plus, quand on mange les fruits sur les arbres, c'est même mieux que les fruits du magasin ou autre chose, parce que bon, il y a déjà au niveau de l'hydratation, j'avais quasiment pas de besoin de boire, donc c'est un gain de temps et d'énergie aussi de pas chercher de l'eau. Et puis, en fait, il y a l'énergie, il y a le prana qui est dans les fruits, et ça apporte une énergie supplémentaire. Quand ils viennent d'être cueillis, moi, ça me donnait une énergie supplémentaire qui était un gain précieux pour pouvoir faire tous ces kilomètres chaque jour et les poursuivre et les enchaîner. Et puis, l'autre côté, l'autre avantage de l'alimentation vivante, eh bien, en fait, c'est que ça permet d'avoir des humeurs qui sont plus stables. Et donc, c'est connu pour ceux qui connaissent Irène et la naturopathie que les corps sont empoisonnés principalement par des acides et des cols. Les acides qui rendent au niveau du caractère plutôt irascible et les cols qui donnent plutôt une humeur dépressive. Et donc, avec l'alimentation vivante et les nettoyages que je faisais régulièrement, y compris pendant le voyage, ça m'a permis de rester beaucoup plus serein face à l'adversité et de conserver cette paix intérieure. Cette paix intérieure, c'était vraiment mon bien le plus précieux. Parce que du moment que je la conservais, j'étais capable d'amener à moi, d'attirer à moi ce dont j'avais besoin, d'attirer les bonnes personnes, de prendre les bonnes décisions, de pas sombrer dans la négativité, la colère parce qu'on m'a fermé la porte au nez ou parce qu'on n'a pas été sympa, ou la dépression parce que je suis fatigué, épuisé et j'ai envie d'être chez moi. Ça m'a évité ces ornières et ça m'a permis donc de rester centré sur mon objectif et de rester bien concentré et de pouvoir canaliser l'énergie dont j'avais besoin pour aller jusqu'au bout. Et me connaissant avant la transformation qu'a opéré sur moi l'alimentation vivante, où je pouvais être autant dans la colère que dans la dépression. Pour moi, c'est une évidence que sans l'alimentation vivante et les purges, je n'aurais pas pu conserver cette paix intérieure. Et au bout d'un moment, j'aurais dit non, j'en ai marre, ça m'intéresse plus, je rentre chez moi. D'accord. Et donc, tu as pu pratiquer les purges pendant le voyage alors? Voilà, c'est-à-dire que dans cette petite banane de 700 grammes que j'avais autour de la taille, il y avait le matériel vidéo, un papier dans toutes les langues. Là, la banane, elle est cachée sous mon t-shirt qui est replié, mais elle est bien là. Et j'avais aussi un document traduit dans toutes les langues des pays où je suis passé pour expliquer qui j'étais, ce que je faisais. Comme ça, quand je ne pouvais pas parler anglais ou français, ça me permettait un peu d'expliquer ma situation. Et en plus de ça, finalement, ce qui était le plus lourd quasiment à trimballer, c'était
une petite bouteille d'huile de ricin et du sulfate de magnésium. Voilà. D'accord. Donc, quand j'étais devant le jour du départ, où je déballais devant les caméras un petit peu mon attirail, ça en a fait rire quelques-uns de voir que j'en ai pas de téléphone, d'argent, de papier. Par contre, j'en ai du ricin. Et ça remet un petit peu Oui. la valeur des choses. Et le bien le plus précieux pendant le voyage, mais aussi au quotidien, c'est notre paix intérieure. Et le ricin, en nettoyant les humeurs, ça nous permet de la conserver. Et donc, j'ai fait quelques purges sur le voyage, pas autant que d'habitude, parce que c'est pas facile d'enchaîner. Je pouvais pas m'arrêter quand je voulais, donc c'était pas des très bonnes conditions pour purger. Et puis en plus de ça, comme j'étais exposé au soleil en permanence, j'ai eu à peu près 80 jours de grand soleil sans nuages sur les 88 jours du voyage. Donc ça, c'est un truc complètement incroyable. Ah oui, c'est fou, ouais, parce qu'on voit que tu es en plein soleil là sur les images. Ouais. Voilà. Et autre chose que je défie de faire quelqu'un qui a la peau blanche comme moi et qui mange traditionnel, c'est de s'exposer pendant 88 jours au soleil sans crème, sans vêtements, sans prendre de coups de soleil. Les coups de soleil, c'est parce que le corps a de l'acidité qui ressort avec l'énergie du soleil. Et comme j'avais suffisamment nettoyé mes humeurs et que je nettoyais régulièrement, je ne souffrais pas de coups de soleil, un peu le nez parce qu'il me reste encore quelques acides, mais globalement, ça m'a pas freiné. Et là aussi, ça a été un avantage comme pour les fruits cueillis sur l'arbre. C'est-à-dire que le soleil, c'est la source principale d'énergie. Et donc, pouvoir en capter un maximum à travers la peau, ça m'a vraiment apporté beaucoup d'énergie. C'est important ce que tu dis là, c'est que en fait l'histoire des coups de soleil, c'est souvent en fait la peau est un organe d'élimination et souvent c'est l'interaction entre le soleil et l'élimination qui se fait à travers la peau qui fait qu'on a des problèmes quoi. On a une petite séquence où tu cours en plein soleil là, je vais la passer qui est sympa. Il y a même des panneaux en serbe et en français seulement. C'est quand même curieux, ça pourrait être de l'anglais au moins. Et ces panneaux disent bon voyage. Je suis passé devant un panneau, il y avait une branche d'arbre qui cachait le mot serbe. Il restait que bon voyage. Pour moi, ça c'est un clin d'œil qui me fait chaud au cœur. Voilà, et alors en fait, tu m'as partagé aussi qu'en fait, ton voyage, quelque part, tu pouvais un petit peu le couper en deux. En fait, il y avait la première part, donc on voit là tous les pays que tu as traversés. Donc, il y a la Suisse, il y a l'Allemagne, et ensuite tu es allé en Autriche. Ensuite, Slovaquie, voilà. Hongrie, Serbie, Roumanie, pour terminer. Voilà. Et en fait, toi, tu divisais un petit peu ton voyage en deux. Il y avait une première moitié jusqu'à Vienne, en Autriche, et après, il y avait une deuxième moitié. Et tu me disais que Vienne, ça avait été un petit peu le point de bascule pour toi pendant ce voyage. Oui, vraiment, il y avait une différence. Déjà, jusqu'à Vienne, donc jusqu'à la fin de l'Autriche, on va dire que c'est vraiment la civilisation occidentale avec vraiment le même niveau de vie, la même éducation à peu près. Ce qui fait que globalement dans nos sociétés, il y a beaucoup de personnes qui sont surpris ou qui ne comprennent pas ma démarche. Mais dans l'ensemble, il y a toujours suffisamment de personnes qui comprennent ce que je suis en train de faire et qui sont prêts à m'héberger parce qu'ils voient que c'est un défi, un challenge. Ils comprennent la philosophie. Par contre, après Vienne, là, j'arrive en Slovaquie, Hongrie, Serbie, Roumanie, donc l'Europe de l'Est, qui, au niveau du développement, sont pas si loin que ça derrière nous, développement des technologies, je veux dire. Mais par contre, au niveau des mœurs, au niveau des idéaux, c'est plutôt des personnes qui prennent la société occidentale pour un exemple à suivre. Et donc avec la foi dans le progrès, les valeurs qui tournent autour de l'argent, de la réussite sociale. Et quand ils ont vu quelqu'un arriver de France qui est censé représenter l'idéal, un pays où on vit bien, où on a de l'argent, ils ne comprenaient absolument pas ma démarche. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient vraiment pas pourquoi
je voyage sans argent, pourquoi je suis pieds nus. Pour eux, c'était un non-sens absolu. Et ça m'a beaucoup compliqué la tâche parce que on n'a pas envie d'aider quelqu'un dans ma situation si on ne le comprend pas un minimum. Ils avaient plutôt envie de me dire, bon, bah, si ça t'amuse de te mettre dans l'embarras tout seul, t'as qu'à y rester, en gros. D'accord. Et donc, il me fallait faire plus de portes avant de trouver quelqu'un qui me comprenne ou quelqu'un qui ait juste envie de m'aider, peu importe qui je suis et ce que je fais. Et finalement, en général, j'aimais bien qu'on reconnaisse ce que je fais, la valeur de mon travail, et c'est ça qui m'ouvrait le plus de portes. Mais finalement, ce que j'ai trouvé le plus beau avec du recul, bah, c'est les personnes qui m'accueillaient sans forcément comprendre ce que je fais, qui m'accueillaient tout simplement parce que j'avais besoin d'aide. Et c'est vraiment ce geste-là que je trouvais le plus beau, quoi. D'accord. Donc ça, c'est humainement, ça doit d'être assez touchant, quoi. Là, on a quelques images. Il y a quelques images où tu es à Vienne. Là, on te voit, tu es dans les rues de Vienne, là. Mm-hmm. Et puis on te voit même là sur un. Ça, c'est dans Vienne. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est avec l'équipe de tournage. Donc là, c'était pour mon arrivée à Vienne. Avec juste à ma gauche Pierre, Eric le caméraman et à droite Alexandre, le preneur de son. Alors le réalisateur, parlons-en parce que c'est un réalisateur qui est devenu subitement très célèbre. Mm-hmm. On t'a vu dans le film Hold Up là, qui a été vu par alors tu m'as dit entre 10 et 20 millions, entre 10 et 20 millions. À peu près. Comment c'est arrivé que tu participes à ce film Hold Up? Alors, c'est arrivé par le plus grand des hasards. Déjà, le fait de trouver Pierre, c'était un hasard absolu sur lequel j'avais bien envie de revenir parce que c'est vraiment amusant. Pierre, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur, Pierre. Et en même temps, le producteur, c'est pas vraiment lui, mais c'est lui qui a négocié. Et donc, c'est 3 mois avant de partir. J'ai toujours pas trouvé de personne pour réaliser le film. J'ai pas l'argent pour payer le tournage. Donc, j'ai pas d'idée. Je connais personne dans le milieu. Je connais des réalisateurs, mais pas des producteurs qui amènent l'argent. Et par hasard, sur ma page Facebook, il y a quelqu'un qui me tag. Donc, je lis la notification. Et je vois que c'est un réalisateur vegan qui s'appelle Maga Ettori, qui est corse. Et donc, je me dis, tiens, quelqu'un qui me tag, il est réalisateur. Ça coûte rien, je vais lui demander. Donc, il me fait, non, faut pas chercher un réalisateur, il faut chercher un producteur. Et je lui fais, je fais comment pour chercher un producteur? Il me fait, tu fais un dossier, je peux t'aider à le faire, et puis après, tu l'envoies un petit peu au hasard en cherchant sur Google des producteurs qui font des films des documentaires ou des films d'aventure. Donc, il m'aide à faire le dossier. Et puis ensuite, je l'envoie, je fais des lots de mails sur plusieurs jours. J'avais programmé ça sur plusieurs jours. Et là, premier lot de mail, je reçois une réponse par SMS. C'est Pierre qui me dit, c'est bon, tu as trouvé un producteur. Incroyable. Donc, ça s'est fait comme ça. Pierre ne connaissait pas l'hygiénisme, ne connaissait pas l'alimentation vivante. Il était déjà animé par l'envie de retourner vers une alimentation plus saine, mais pour lui, les céréales, c'était quelque chose, si c'était bien fait, qui était bon, quoi. Donc, quand il est arrivé chez moi, il est arrivé avec ces idées-là en tête, puis je lui ai fait non, c'est pas du tout ça ma philosophie de vie. Donc, je lui passe le guide de survie que j'ai écrit, qui parle d'hygiénisme et qu'on voit aussi dans le film Hold Up. Et il le lit dans la soirée, pendant la période où il est chez moi et qu'on tourne le film. Il m'en achète une dizaine d'exemplaires qui passent tout autour de lui. Et progressivement, il y a toute l'équipe de tournage qui va s'intéresser à l'alimentation vivante. C'est incroyable, incroyable. Et ils vont tester, ils vont faire des purges à la maison. Et puis, quand on se retrouve, on va dans des restos crus. À Vienne, on a trouvé un qui était génial. Et puis maintenant, Pierre a envie d'aller chez Irène, faire un stage chez Irène, etc., etc. Donc, la dynamique s'est bien mise en route.
Et puis quand Pierre est arrivé, on était à la fin du confinement, donc Pierre et puis moi aussi, on était bien remontés, on était en colère contre ce qui se passait. Et Pierre me disait, en même temps que ton film, je vais faire un film qui va s'appeler Hold Up. Et puis on va dénoncer tout ce qui se passe, toutes les manipulations, tous les mensonges. Et donc Pierre était déjà absolument dans cette dynamique. Moi, je partageais entièrement son point de vue sur le sujet. Sauf que maintenant qu'il avait pris connaissance de l'alimentation vivante, de l'hygiénisme, et après quand il a rencontré Irène à la fin du tournage aussi, où il a vraiment réalisé qu'en fait on était entièrement responsable de notre santé et qu'avec une bonne alimentation, des nettoyages réguliers, on n'avait plus aucune crainte à avoir sur les bactéries ou les virus. Ça a vraiment apporté de l'eau à son moulin. Et il a vu le lien qu'il y avait en fait entre Hold Up, qui dénonce grosso modo les problèmes, aussi bien les problèmes de corruption que finalement les problèmes liés à la limite d'une croyance, la croyance que le corps humain est mal fait, que les maladies sont quelque chose qu'il faut traiter de manière symptomatique. Donc finalement, Hold Up, il y avait beaucoup de personnes qui ont critiqué ce film parce que ça apportait beaucoup d'éléments négatifs, que c'était anxiogène. Et donc, ce qui était vraiment génial dans le fait d'avoir rencontré Pierre, pour nous deux, c'est que lui, ça lui apportait, il faisait l'état des lieux d'un problème avec Hold Up, et avec le film qui va suivre, il va faire l'état des lieux des solutions, des pistes pour l'avenir. Et donc, et ce qui est bien aussi, c'est que toutes les personnes qui s'éveillent et qui voient que le gouvernement ment et qu'il n'y a pas de solution à attendre avec des médicaments ou des vaccins, ces personnes-là, parce qu'elles ont pris connaissance du travail de Pierre, elles vont être amenées aussi à découvrir l'alimentation vivante à travers le second volet qui va s'appeler l'empreinte. D'accord, ok. Donc c'est marrant, mais c'est marrant parce que tu vois, tu as touché, je te dis, le film, ça s'est embrasé, il y a énormément de personnes qui ont vu ton témoignage, quoi. Donc c'est improbable et en même temps, voilà, ça fait partie de quand tu es bien aligné, d'être au bon moment, au bon endroit et de permettre de toucher un maximum de personnes, quoi, finalement. On avait aussi, moi, les questions que je m'étais posées un petit peu par rapport à ce que tu as vécu, aux défis que tu as eus, c'est qu'est-ce qui a été particulièrement imprévu, quels sont les imprévus auxquels tu as dû faire face, que ce soit positif ou négatif, hein, est-ce que tu as des choses auxquelles tu t'attendais et qui ne se sont pas produites? Et inversement, est-ce que tu comptais sur certaines choses qui n'ont pas pu avoir lieu, quoi? Eh bien, il y a eu des belles surprises. Déjà, c'était le fait que j'arrive à faire un marathon par jour dès le début, alors que je ne pensais pas y arriver avant la fin. Et ce qui a été une belle surprise aussi, c'est de voir que dans toute cette première partie, jusqu'à Vienne, en Autriche, en fait, j'ai été relativement accueilli facilement. C'est-à-dire, je n'avais pas à faire énormément de portes et les gens sur mon chemin me donnaient spontanément de l'argent sans que je demande pour m'aider à m'acheter de la nourriture. Ça m'est arrivé plein de fois qu'on me paye l'hôtel aussi parce que les gens, elles n'avaient pas la place ou de m'accueillir chez elles et donc elles voulaient m'aider, donc elles me payaient l'hôtel. Et il y a eu des démonstrations comme ça d'une grande générosité et de fraternité qui m'ont vraiment touché. Et c'était vraiment un privilège de pouvoir être touché comme ça par ces personnes, parce que pour avancer tous les jours, j'étais forcé de rencontrer des personnes qui étaient généreuses, qui étaient dans leur cœur. Et finalement, mon voyage, ça m'a amené à faire une longue chaîne de personnes, de relier des personnes avec une belle âme les unes après les autres. Et ça, c'était vraiment un grand privilège de voir à quel point les gens pouvaient être prêts à faire des choses incroyablement généreuses et aimables pour m'aider. Il y a eu le plus gros imprévu du voyage, c'était à propos de mes papiers, parce que en partant, je n'en avais pas beaucoup parlé, voire je ne l'avais pas dit officiellement que je partais sans papier. Et parce que je me doutais que ça serait
probablement difficile d'aller jusqu'au bout comme ça, mais en tout cas, je voulais essayer pour voir ce que ça allait donner. Et j'ai réussi à aller jusqu'en Roumanie comme ça, sauf qu'en Roumanie, donc je passais les frontières en cachette, hein, à côté des postes de douane, je passais dans la forêt, ça m'arrivait de traverser des rivières, des marais. Ça m'a rappelé un peu le Canada, d'ailleurs, il y avait des endroits marécageux infestés de moustiques. Et je passais pieds nus à travers les ronces, les orties. Et j'étais tellement focalisé en fait sur mon objectif, traverser la frontière sans me faire attraper, qu'en fait je sentais rien. Je sentais ni les orties, ni les ronces, ni les piqûres de moustiques. J'étais un petit peu comme un robot, quoi. Donc, par contre, après, une fois que le stress était passé, après je sentais les piqûres et là c'était moins agréable. Mais sur le moment, voilà. Et puis, j'arrive en Roumanie et là, je me fais attraper. Donc, on me demande mes papiers. Je dis que je les ai pas, que je les ai perdus en Serbie. La Serbie était juste derrière moi. C'était à quelques kilomètres de la frontière. Et donc, je leur explique, je leur dis que j'ai perdu mes papiers et que j'ai pas beaucoup de temps pour terminer mon voyage et que si je faisais les démarches, ça me prendrait trop de temps. Et donc, j'ai passé la frontière en cachette. Et donc là, les policiers roumains, je les trouve très futés parce que plutôt que de s'embêter avec moi, puis de faire des papiers, de me mettre en garde à vue ou je sais pas quoi, ils me disent « Ah, tu as perdu tes papiers en Serbie, bah écoute, on va te ramener en Serbie, puis tu vas aller te débrouiller avec eux. » Ils sont débarrassés du problème. Donc, ils se sont débarrassés du problème. Et donc, je retourne en Serbie et là, j'appelle un copain. Je trouve quelqu'un qui veut me prêter un téléphone. Je trouve première personne accepte. Donc, c'est déjà pas mal parce que des fois, c'est compliqué de trouver un téléphone quand il s'agissait d'organiser les rendez-vous avec l'équipe de tournage pour savoir où est-ce qu'on se retrouvait, à quelle heure, à quel endroit. Il fallait que je trouve des téléphones. Donc, c'était aussi toujours un petit challenge. Donc là, je trouve quelqu'un du premier coup et j'appelle le copain qui était venu me filmer les jours avant et on s'était séparés le jour où je me suis fait attraper par la police. Et donc je l'appelle parce que c'est lui qui avait mes papiers. Je me suis dit si jamais ça coince à un moment, ça va être à la fin du voyage. Et puis lui, comme il avait prévu d'être là pour la fin, c'est lui qui avait, c'est Hervé qui avait les papiers. Et il était reparti avec parce que bon, bah, tant que je n'étais pas attrapé, je voulais aller jusqu'au bout, le plus loin possible. Donc là, je l'appelle et par chance, il a loupé son avion. Il a loupé son train qui l'amenait à l'avion. Il a loupé son train à cause du décalage horaire qu'il avait oublié de tenir compte. Et il arrive en gare, il prend un autre billet de train. Et là, celui qui est à la caisse se trompe, lui aussi. Il lui donne pas l'horaire qui suit juste après, mais il lui donne un horaire qui est beaucoup plus tard. Et donc, c'est grâce à ces deux hasards, ces deux coïncidences, qu'en fait, il se trouve qu'il est encore que à 50 km de moi. Et donc, il revient, il me rapporte mes papiers. Et après, je peux continuer mon voyage. Et là, 24 heures après avoir été arrêté et reconduit à la frontière serbe, je me retrouve exactement dans la ville où je m'étais fait arrêter. Et là, j'ai pas sitôt mis les pieds dans la ville que je me fais à nouveau arrêter par le même policier. Le même? Le même. Et donc, il vient vers moi, il a les yeux comme ça, et il me regarde d'un air de dire, non mais, il me cherche, c'est pas possible. Il veut aller en tôle. C'est ce qu'on m'avait promis si je revenais, quoi. Et donc là, il me dit, réflexe de flic, il me dit tes papiers. Ben, je lui fais, eh ben, ils sont là. Là, il me regarde à 2 fois parce qu'il ne comprend pas comment c'est possible. Je lui avais dit que je les avais perdus, etc., etc. D'accord. Donc, je raconte à nouveau des bobards pour me sortir de là et puis après, on me laisse tranquille et voilà. Je termine le voyage avec mes papiers, c'est tout. Mais finalement, tu as quand même traversé quasiment, parce qu'on voit que la Roumanie, c'est vraiment sur la fin de ton trajet. Et tu me disais qu'en Roumanie, tu avais quand même pas mal de contrôle. Ouais, j'ai fait les 4/5 du voyage sans papier. Et en Roumanie, je me suis fait arrêter dans tous les pays pour des contrôles d'identité, sauf en Allemagne. D'accord. Et en Serbie. Dans les autres pays, j'étais dans l'espace Schengen. Donc, j'avais le droit de ne pas avoir mes papiers. Enfin, et
pas forcé d'avoir ses papiers, on ne peut pas être reconduit à une frontière parce qu'on ne les a pas. Donc là, je montrais mon site internet, j'expliquais ce que je faisais et souvent le site internet, ils comprenaient ce que je faisais, donc on me laissait tranquille, hein, même si on me disait que c'était pas bien de ne pas avoir ses papiers, etc., etc. Ça, je les laissais dire. Et puis, arrivé en Serbie, c'est le premier pays où j'entre illégalement. C'est là où je dois obligatoirement avoir des papiers. Donc là, j'ai été plusieurs fois dénoncé par des personnes parce que j'étais dans des villages, je cherchais un endroit où me loger. Et il y a des villages avec une ambiance vraiment pas agréable. Il y a des endroits magnifiques aussi où les gens sont très sympas. Et il y en a d'autres où les gens appellent la police. Et donc là, ça m'est arrivé deux nuits successives de devoir me cacher, dormir dans des maisons abandonnées. Et là, c'est là où je bascule et je suis plus, c'est plus moi qui fais le voyage, c'est vraiment le voyage qui me domine. Et là, je suis après, d'une part parce que j'ai besoin de repos et puis de faire des nettoyages et plusieurs purges d'affilée parce que je sens que ma lymphe est bien chargée, donc je suis à la fois dans la colère et puis l'angoisse, donc tout ça, ça me contrarie. Je me sens stressé et donc je vis le voyage beaucoup moins bien. Et puis d'un autre côté, il y a la réalité du terrain qui est pas facile parce que je suis obligé de me cacher et j'ose plus demander aux gens à manger ou à dormir parce que si jamais je me fais arrêter, ça peut être la fin du voyage et parce que je risque 1 mois de prison. Et donc ça me stresse beaucoup. Voilà. D'accord. Ok, donc sacrée aventure hein, quand même. Voilà. Et puis la Roumanie, après, ça m'enlève vraiment un poids quand je continue à nouveau avec les papiers, parce que là, j'ai plus peur de me faire arrêter, ça va beaucoup mieux. D'accord. Ok. Alors, tu m'avais partagé quelques photos. Je ne sais pas s'il y en a certaines, j'en ai passé la plupart. Celle-là, je ne l'avais pas passée. Enfin, je ne sais pas s'il y en a certaines que tu avais envie de partager là sur le. Alors, je regarde en même temps. Donc, il y avait un repas là que je vois avec. Ouais, celle-ci, j'aime bien cette photo. J'avais dit les 2 premières nuits, c'était chez des gens, c'était programmé à l'avance, c'était des gens que je connaissais. Et ça, c'est la première personne qui m'a hébergé de manière improvisée. Et donc, j'ai un très bon souvenir parce que déjà, c'est la première personne qui m'a hébergé. Ensuite, c'était quelqu'un qui était, bon, comme on le voit sur la photo, assez âgé. Je crois qu'il avait pas loin de 80 ans. Il vivait seul. Il n'était pas dans la peur. Est-ce qu'il va me détrousser? Est-ce qu'il va me violenter ou quoi que ce soit? Il était dans la confiance. Il n'avait jamais entendu parler d'alimentation vivante. Et non seulement en plus, il avait été médecin. Ah oui. Mais un médecin militaire. En général, les militaires sont plus ouverts à ce qui fonctionne. Ils sont moins dans les dogmes. Et donc, il a été très intéressé par tout ce que j'avais à lui faire découvrir. Il n'avait pas beaucoup de fruits et légumes chez lui, alors on allait au magasin. Il m'a emmené au magasin, on a acheté tout ce qu'il fallait. Je lui ai préparé un repas. Je me souviens, il avait mis du jazz, des musiques qu'il aimait bien. On avait dansé sur du jazz. Et je lui avais préparé un repas 100% cru. D'habitude, quand les gens découvrent le 100% cru, ils vont manger comme une souris, ils vont grignoter 2-3 trucs et puis derrière, ils vont s'enfiler du morceau de pain avec du fromage pour terminer. Lui, pas du tout. Il a mangé entièrement le repas. Il a vraiment apprécié le repas. Et c'est vraiment un super. D'autres photos, je regarde. Il y a celle de Vienne. Il y en a d'autres. Il y en a une. Je te laisse regarder là. Ouais, ça c'est très bon souvenir aussi. C'était en France. C'est en France où j'ai reçu le meilleur accueil. Ça, c'était une bonne surprise aussi parce que dans mes autres voyages, ça n'a pas toujours été le cas. J'étais en général mieux accueilli à l'étranger qu'en France. Et là, j'ai vraiment rencontré que des personnes incroyables sur tout le parcours. Et là, c'était une famille où, pareil, qui connaissaient pas du tout l'alimentation vivante, qui ont été très ouverts pour le temps d'un repas essayer. Je me souviens, le monsieur était charpentier,
sa femme travaillait à son compte avec lui, je crois. Et spontanément, sans que je demande rien, ils m'ont proposé une douche, des vêtements propres, un téléphone pour appeler ma famille. M'ont demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit, parce que des fois les personnes, elles savent pas ce dont elles ont besoin, ce dont j'ai besoin. C'est moi qui suis obligé de demander, j'aimerais me doucher, j'aimerais avoir des habits propres, etc., etc. Et là, c'était des personnes qui avaient vraiment le sens de l'hospitalité, qui m'ont tout porté sur un plateau d'argent. Et c'était un super souvenir aussi. Un autre excellent souvenir, je crois la meilleure rencontre sur le parcours, ça c'était en Serbie, à Budapest. Non, en Hongrie, pardon, à Budapest. Et il s'appelle André. Et alors ça, c'est un truc incroyable. Donc là, c'était à moitié organisé. J'avais prévu d'arriver à Budapest, sauf que c'est une capitale, donc j'ai pas envie de frapper chez les gens parce que ça va être trop compliqué. J'ai pas envie de dormir dehors dans une capitale non plus. Et donc j'organise exceptionnellement un autre coach surfing. Et là, je tombe sur André. Il habite à 40 km de Budapest, mais il est référencé sur Budapest. C'est pour ça que je rentre en contact avec son profil. Et là, il vient me chercher à 40 km de chez lui. Donc pareil, je trouve un téléphone, je l'appelle pour lui dire que je suis arrivé au rendez-vous, il peut venir me chercher. Il vient me chercher, il me propose d'aller dans un magasin pour acheter tout ce dont j'ai envie pour manger. Il vit dans un camping, il m'emmène dans son camping. Là, il y a un étang qui est juste au bord dans lequel on peut se baigner. Je passe une journée de repos chez lui où il passe toute sa journée avec lui à me partager ses passions par rapport à il a du matériel pour grimper dans les arbres, il a une imprimante 3D, il fabrique lui-même ses drones, donc pendant le voyage il me filme en train de courir et il m'envoie des images pour pouvoir les récupérer pour le film. Je sais plus, je suis sûr que j'oublie des choses auxquelles qu'il m'a apporté. Et puis le jour où je veux reprendre mon voyage, il me ramène à 40 km là où j'ai arrêté. Je fais ma journée. À la fin de la journée, il vient me récupérer pour me ramener à son camping parce qu'on avait sympathisé, donc on avait envie de passer encore du temps ensemble. Et le surlendemain, il me ramène à l'endroit où il m'avait recherché la dernière fois. Et après, c'est le moment des adieux et je continue mon voyage, quoi. Donc ça a été une pause vraiment incroyable qui m'a vraiment requinqué à un moment où je commençais à faiblir psychologiquement. La Hongrie, ça a été le pays le plus éprouvant. C'est un endroit où les gens ont peur des étrangers et donc c'était difficile d'être accueilli là-bas. Ok, super. Bah, c'est plein de belles. Là, il y a une photo qu'on n'a pas partagée. Je peux la mettre. Là, c'est dans un jardin. Vas-y. Ah oui, un excellent souvenir aussi. Là, j'étais avec Hervé, celui qui est venu me filmer avec un drone, qui avait mon passeport. Et pendant ce voyage-là, on était tous les deux, donc on a rencontré des gens qui nous ont hébergés spontanément dans leur caravane. Il y avait une petite réunion de famille où ils nous ont apporté tous les fruits dont on avait besoin. Il y avait plein de fruits dans le jardin aussi. Et donc ça, c'était vraiment un super souvenir de voir des gens aussi accueillants. Et ça, c'était en fin de Serbie, juste avant de passer en Roumanie. D'accord, super. Alors, j'ai proposé aux personnes de poser quelques questions. Là, on a déjà des questions. Si tu veux, je vais les… Alors, j'ai la première question de Ingrid, là, qui me demande comment tu t'es préparé pour pouvoir aussi courir autant de kilomètres pieds nus. Alors, ça fait à peu près 10 ans que je pratique la course à pied. J'en ai fait pendant pas mal d'années en compétition. Donc, j'avais l'habitude avant de courir avec des chaussures. Ensuite, j'ai basculé sur des sandales et pieds nus. Donc, j'avais dans mon passé régulièrement pris l'habitude de courir une trentaine de kilomètres par jour. C'était avec des sandales, ça c'était dans mes cordes.
Et à côté de ça, je faisais un maximum de kilomètres pieds nus. Donc là, j'arrivais à faire 60, maximum 70 pieds nus. Au-delà, pour m'entraîner plus, je complétais en faisant des kilomètres avec des sandales. Donc ma préparation, ça a été de faire un maximum de kilomètres pieds nus ou en sandales. Voilà. Ça, c'est vraiment pour le corps. À côté de ça, ce qui était le plus important, comme je l'ai dit avant, c'était d'avoir le corps le plus propre possible. D'une part parce qu'on se contente de moins pour s'alimenter, et parce que ça permet de conserver la paix intérieure. Ça permet de ne pas prendre de coups de soleil. Ça permet d'être moins sujet à la fatigue. Donc après, la grosse préparation, c'est toute l'hygiène de vie que j'ai à côté. Donc oui, être habitué à faire mes entraînements de course à pied, je les faisais toujours à jeun. Ensuite, je faisais des bains froids très régulièrement, des jeûnes régulièrement, mes nettoyages avec des purges régulièrement. Un ensemble de choses hygiéniques qui permet au corps de mieux fonctionner. Je te vois prendre ouais, un bain froid, donc ça c'était en Roumanie. Donc là, il faisait 34-35 degrés et ça durait depuis des semaines. Donc quand je trouvais un bac comme ça, je me mettais dedans et ça permettait de refroidir le moteur. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que les bains froids, s'habituer, s'exposer au froid, faire ses nettoyages, ça permet de mieux résister au froid, mais paradoxalement, enfin pas tout à fait, mais paradoxalement, ça permet de mieux résister au chaud. Parce qu'en fait, les processus à l'œuvre qui permettent au corps de se réchauffer, ce sont plus ou moins les mêmes, à peu de choses près, qui permettent au corps de se refroidir. Donc, si vous êtes capable de produire de la chaleur, de lutter contre le froid, vous allez moins craindre le chaud également. D'accord. Alors, il y a Alexandra qui demande, est-ce que tout au long du voyage, vous avez réussi à manger tous les jours en alimentation vivante? Oui, je n'ai pas fait du tout d'exception parce que, d'une part, je ne ressens pas du tout le besoin ou l'envie de manger autre chose. Et puis, quand on prend conscience que tout ce qui est cuit ou d'origine animale va encrasser le corps, ça ne me donne pas du tout envie de faire machine arrière. Voilà. Et puis, ça m'est arrivé des fois de ne pas trouver assez à manger parce que chez les gens, il n'y a pas beaucoup de fruits, de légumes. À ce moment-là, je ne mangeais pas à ma faim, quitte à jeûner. Et le lendemain ou le surlendemain, je trouvais. Donc, mon poids, il a fait un petit peu le yo-yo. Ça m'est arrivé peut-être de perdre 4-5 kilos, de les reprendre un peu après. Mais en fait, plus je perdais de poids et en fait, plus j'étais en forme parce que plus j'étais léger, plus le corps fonctionne mieux. On a une limite, hein. Au bout d'un moment, si on perd trop de poids, on s'affaiblit. Mais quand j'arrivais, c'est jamais arrivé que je perde trop de poids au point de m'affaiblir. D'accord. Alors, j'ai Elisabeth qui demande quel est le plus beau moment, le meilleur souvenir pour toi là, dans l'aventure? Probablement la fin. Donc je suis rejoint par l'équipe de tournage à Constanta, au bord de la mer Noire. Ils viennent me rejoindre 2 jours avant que j'arrive pour filmer. Et Pierre me dit qu'il a prévu une organisation, une petite réception avec la mairie, et puis une escorte de police à la fin, mais que c'est pas sûr, il n'y a rien de garanti. Voilà. Et il m'en dit pas plus. Et en fait, il m'a préparé une surprise. Déjà, l'escorte de police est au rendez-vous, et c'est pas juste une voiture. Il y a une voiture derrière, une voiture devant, des motards. Et il m'escorte sur les 15 derniers kilomètres, je crois, ou les 10 derniers. D'accord, incroyable. Et ils arrêtent les carrefours, les ronds-points. Quand on arrive à un carrefour avec des feux, ils bloquent toute la circulation, ils mettent la sirène et moi, je suis le seul à passer au carrefour. Constanta, c'est quand même une grande ville, donc de pouvoir traverser toute la ville comme ça, c'est juste incroyable. Surtout que pendant tout le voyage, la police, elle m'avait donné la peur au ventre parce que ouais, c'est marrant, ouais, il y avait le contrôle d'identité, le risque d'être arrêté, le risque de mettre un terme au voyage. Et ce qui fait que c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir de la pensée, parce que quand j'entendais une sirène, avant, j'avais un peu les tripes qui se nouaient.
Et là, je me suis rendu compte que les sirènes, tout d'un coup, elles pouvaient aussi devenir agréables. D'accord, c'est marrant. Je me suis rendu compte aussi du pouvoir de l'interprétation et de l'important de rester serein, voilà, le plus possible. Donc, je termine ce voyage avec l'escorte de la police. Et là, Pierre, il y a une réception qui s'est fait au dernier moment, un vendredi soir pour le dimanche, donc un truc totalement improbable. Donc là, il y a le maire adjoint de Constanța, il y a un journaliste important qui est français qui a aidé à l'organisation, et le prince de Roumanie. Le prince de Roumanie qui a participé à organiser tout ça au pied levé. Et à côté de cette réception, je reçois donc des présents de la part de la mairie. Et puis, j'ai la bonne surprise aussi de voir ma grand-mère, ma mère et ma compagne qui sont là, qui ne m'avaient rien dit et qui ont pris un avion pour venir me voir. Et pour moi, c'était vraiment très important parce que, comme je le disais, mes autres expéditions, c'était pas du tout la même ambiance, c'était des trucs beaucoup plus solitaires. Et en plus, Eurotopia, je le pressentais, je sentais que ça devait être la dernière expédition de ce genre. Peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard, mais en tout cas pas dans les années qui viennent, ça sera des choses différentes plus tard. Et donc, et là, je sens que c'est ma dernière expédition comme ça. Le départ est festif avec les amis, la famille qui est là, qui est présente. L'arrivée, se termine dans la même ambiance. Et tout ça, c'est vraiment un des moments exceptionnels. Ouais, et puis, une des choses aussi qui était émouvante pour moi sur cette fin de voyage, en particulier la dernière, c'est que mon corps physique était totalement épuisé. Je n'avais vraiment plus de force. Et ce qui me permettait d'avancer, c'était la capacité à prendre l'énergie du soleil, l'énergie de la pensée qui me permet de canaliser. Enfin, bref, c'est l'énergie qui me permettait d'avancer. C'était plus la mienne, c'était celle que je recevais de l'extérieur. Et ce qui était vraiment intéressant à observer, c'est que ça arrivait par vagues. C'est-à-dire, il y a des moments où, juste dans le creux de la vague, où j'avais plus rien. Donc là, soit je m'arrêtais, je me reposais, soit je marchais. Et puis, spontanément, des pensées positives, quelqu'un qui dit quelque chose de gentil, une rencontre ou le soleil, ou un paysage. Et pof, l'énergie revient et la machine, le corps humain se remet en route. Et puis, à la fin du voyage, quand je suis au milieu de ma famille, de l'équipe de tournage, la réussite du projet qui est là pour de bon, il y a une énergie qui vibre de moi et qui n'est vraiment pas la mienne parce que moi, j'en ai plus du tout et je suis habité complètement par cette énergie et c'est vraiment un grand moment pour moi, ça. D'accord. Ok. Est-ce que tu aurais des lectures ou des choses à conseiller? Alors, attends, moi, je peux peut-être… j'ai le fameux schéma d'Irène, là, que tu connais par cœur comme moi. Ça, on pourra le mettre. Mais toi, tu m'as dit… Attends, je vais remettre en miniature. Tu m'as dit que tu avais des livres éventuellement à conseiller aux personnes ou des conseils de lecture. Alors, oui, j'ai écrit quatre livres jusqu'à présent dans l'ordre chronologique. Mes premières expéditions, la traversée de la Suisse en passant par un 4000 mètres, la traversée de la Norvège, tout ça à vélo et à pied. D'accord. La suite, ça a été la traversée de l'Amérique du Nord, 12 000 km en 15 mois, à vélo, à pied, en kayak et à ski. C'est là où j'ai commencé de faire des premières mondiales. La traversée des monts Mackenzie, seul, sans moyen motorisé, l'hiver. Deuxième première mondiale qui a eu lieu 2 ans plus tard, c'est la traversée, toujours les monts Mackenzie, mais cette fois l'été et sans manger. Donc c'est ça. Alors attends, on peut faire une petite pause là, si tu veux, Florian, parce que moi j'ai récupéré la bande-annonce de cette aventure. On peut la diffuser là, comme ça, et puis on terminera juste après là, ce que tu as montré. Alors, je suis désolé pour les personnes, comme c'est une vidéo que j'ai récupérée, j'ai pas pu inclure les sous-titres. Mais bon, il y a quand même l'essentiel, quoi. Oui. Tout n'est pas en anglais dedans. Tout n'est pas en anglais, oui. To do that without food definitely kind of impresses me. Having it attempted with no food is definitely new. C'est à pied et sans manger
que Florian Gommet a décidé de traverser les Mackenzie. Une chaîne de montagnes primitives, recluse au nord-ouest du Canada, juste sous le cercle polaire. Un territoire 6 fois grand comme la Suisse, et pourtant vierge de toute ville. This time of year, it can be anything from grizzly bears to black bears. Son aventure, c'est devenu aussi la mienne. Fast water after rain. Moi, Damien, je suis auteur-réalisateur de films d'aventure sportives depuis 10 ans. We're really nomadic. We lost our culture. I think the challenge is met with respect in the land. It's a connection I have to our ancestors, universe. We're part of it. C'est bon d'être tout seul. Enfin, tout seul... Florian is in Commonwealth and he starts hiking down the Canal Heritage Trail. It's like exploration. Je me suis présenté devant ses portes en déposant mes peurs, la peur de manquer de nourriture. Les effets physiologiques, c'est tout d'abord une diminution du phénomène inflammatoire. C'est l'invitation à aller retrouver ce dialogue avec le corps. La pratique du jeûne n'est pas délétère. Il faut se connaître pour y arriver. La Bretagne, y en a marre. I'm experiencing myself. I'm cycling with very little. Je fais 2 repas par jour d'environ 250 grammes chacun. Je suis vraiment content de sortir de cette entraînement. Ça, c'est un réalisateur de choc. Pour ne pas faillir, il faut avoir confiance en la vie. Il faut avoir confiance en ce miracle. Wow, bears! Quant au répulsif à ours, lui, tu es censé l'asperger sur la face de l'ours. C'est désopilant le Canada. Voilà, merci. Ouais, c'était voilà. Moi, j'ai adoré ce film, La Marche sans fin, qui existe sur le site de Damien, Planète D. Donc ça, c'est ce que tu étais en train de parler. Et tu nous montrais la jaquette du DVD peut-être juste avant que je lance la séquence. Le DVD, on n'en a pas fait parce que c'est un peu, on en trouve de moins en moins maintenant des lecteurs. Ouais. Donc il est sur clé VOD. Voilà. D'accord. Oui, il est en VOD, ok. Ouais. Et en VOD, c'est surtout en VOD, voilà. Et puis le dernier ouvrage que j'écris, c'est celui pendant le confinement où je résume 5 années de réflexion, d'expérimentation, de lecture et de rencontres autour de l'hygiénisme. Voilà. Donc c'est le guide de survie. Donc tout ça, on le trouve sur ton site. Voilà, et mon site internet aussi, où vous pouvez retrouver des articles en libre accès sur la santé. Il y a des événements gratuits aussi, comme le Jeûner Trek que j'organise 2 fois par an. On part en groupe d'une 15aine de personnes et on va marcher en jeûnant, on dort en tente. Et puis aussi des stages, et vous pouvez aussi retrouver les livres et les films sur ce site. Je vois qu'il y a pas mal de questions auxquelles on n'a pas répondu. Je peux tenter d'y répondre brièvement. Oui. Alors, il y avait quelqu'un qui demandait si tu avais fait un check-up de santé. Attends, voilà, oui, j'avais vu ça. J'ai lu un petit peu pendant la bande-annonce. Donc, le check-up de santé, on en a fait un avant, pendant et après le voyage. Donc, les résultats sont bons, mais en fait, les prises de sang, ça montre pas tout, quoi. C'est 5 litres de liquide, il y en a 40 de lymphe. Donc, la prise de sang ne dit pas tout. En tout cas, la prise de sang était excellente. Et il y a juste la B12 qui est basse. Mais elle est basse, mais constante. Ça fait la première fois que j'avais fait tester ma B12, c'était pour la marche en fin, donc en 2018. Et là, 2 ans plus tard, elle est au même niveau, juste en dessous de la fourchette basse.
Mais c'est normal parce que comme quand on n'en consomme pas par l'alimentation, le corps la produit lui-même. Et donc, il lui produit juste ce qu'il lui faut. Donc, il n'y a pas des valeurs très élevées. Mais voilà, ce n'est pas un problème. Et les deux dernières... Attends, il y avait deux dernières questions. C'est pourquoi tu disais que c'était la dernière aventure de ce type-là là. On avait deux personnes qui… Ouais. Alors en fait, parce que quand je pars à l'aventure, quand je choisis une destination, c'est pas mon mental qui me dit je vais aller faire ça, je vais aller faire tel défi, etc. C'est vraiment, à chaque fois, ça a été mon intuition, une sorte d'appel que je reçois pour faire les choses. C'est pour ça que mon profil, j'ai pas vraiment un profil d'aventurier, mais ça m'empêche pas de faire des premières mondiales parce que je fais des choses pour lesquelles je suis appelé. Et là, je sens qu'il est temps maintenant de passer à d'autres choses parce que en lien avec ce qui se passe dans la société, voilà. Donc, le prochain projet, ça va être de faire une expérience scientifique pour prouver certaines choses avec Irène, pour ceux qui suivent ou pour ceux qui me suivent. Et ce que j'ai pu dire aussi au cours de cette visioconférence, c'est que l'état naturel pour l'être humain, c'est la santé et qu'on est malade uniquement quand on a accumulé trop de poisons dans son corps, notamment par l'alimentation, donc des poisons qu'on classe en deux catégories, les acides ou les cols. Et donc l'expérience que je veux mener, c'est pour apporter des preuves. Donc l'idée, c'est de me faire injecter des virus et des bactéries qui rendent malade, voire gravement malade. Et comme je pratique l'alimentation vivante et que je fais des nettoyages régulièrement, théoriquement, eh bien, je ne devrais pas être malade, ou si je suis malade, ça sera simplement des crises qui passeront rapidement avec des purges. Donc, je fais pas du tout ça en me demandant quel va être le résultat. Moi, le résultat, je le connais à l'avance parce que j'ai vu sur moi ce que ça a donné. J'ai vu sur des dizaines de personnes qui avaient des maladies classées incurables et qui s'en sont sortis avec l'alimentation vivante. Donc, je connais les résultats à l'avance, mais il est temps je pense, de faire ce test de grandeur nature parce que c'est bien beau d'exposer des théories, même si l'expérience confirme la théorie, c'est bien d'apporter des preuves pour convaincre un maximum de personnes parce que il y a beaucoup de personnes qui tournent en rond, qui écoutent les discours de spécialistes sur la santé, qui considèrent que la maladie est un symptôme à éradiquer et qui donc n'arrivent pas à comprendre pourquoi la médecine est dans une impasse, alors qu'on est bardé de prix Nobel et de technologies à la pointe et qui ne parviennent pas à guérir des maladies de plus en plus fréquentes. Voilà, et le prochain projet. Ok, bah super. Bah merci de nous partager ce projet qui est courageux et voilà ça. Tu me fais penser un petit peu à Dominique Guyot là, dont on vient de sortir la BD justement, qu'on va sortir bientôt et qui à un moment donné a repris ses études pour compiler un petit peu toute la littérature qui avait été faite sur l'alimentation et prouver les bienfaits de l'alimentation vivante, quoi. C'est chouette, quoi. Ok, ben voilà, on arrive au bout de cette discussion. Florian, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup pour déjà tout ce que tu as fait pour le bien commun, parce que prouver qu'on arrive à faire quelque chose comme ça, de la façon dont tu l'as fait et dans les conditions dans lesquelles tu as réalisé cette aventure, ça vient ça vient un petit peu asseoir les choses qu'on pense et qu'on pense bonnes. Et donc, je trouve que c'est vraiment un apport global pour la compréhension de la physiologie, de la façon dont on fonctionne. C'est super. Et en plus, voilà, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à te suivre sur Facebook pendant que tu étais en voyage. Et voilà, j'ai trouvé ça très inspirant. Et voilà, j'apprécie ton message en tout cas et ce que tu nous as partagé ce soir avec les anecdotes et puis les belles choses et puis les choses un peu plus compliquées à gérer. Voilà, donc écoute, je te remercie. Et puis, je remercie les personnes qui ont participé aussi, qui sont venues nous écouter et qui ont posé des questions. C'était très chouette. Voilà, écoute, je remercie aussi pour terminer toutes les personnes qui ont participé. Voilà, je vous fais coucou. Et
Et voilà, je vous souhaite voilà, de vivre pleinement et naturellement, parce que c'est la meilleure source de joie et le meilleur moyen de faire les choses que l'on a envie de faire profondément. Voilà. Et je te remercie aussi, Eric, pour ton soutien pendant le voyage et pour avoir mis au point cette visioconférence. Voilà, j'ai trouvé ça chouette. Et j'espère qu'on fera d'autres choses dans l'avenir ensemble. Voilà. Avec joie. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.